Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan, nous y sommes, l'Italie fait l'ouverture de l'Euro vendredi face à la Turquie de Çalhanoğlu et nous présentons aujourd'hui la Nazionale de Mancini, les enjeux, les adversaires, c'est maintenant avec Soupaldio, Aristip et Gali, salut à vous. Ciao. Allez. Messieurs, Salut. c'est un plaisir parce que c'est le retour du vrai football, le football des identités, des différences, des territoires, le football des nations et des passions, le football anti-Super League, le football des peuples. Si ça fait 3 ans pour beaucoup de supporters, ça fait 5 ans pour la Nazionale et ça nous avait manqué, Soupaldio. Ah oui, depuis 5 ans, depuis 2 juillet 2016 et la défaite au tir au but contre les Allemands. Et le festival Pelle Zazza. Triste mémoire, oui. Après, malheureusement, on a eu l'intermède Ventura qui était encore plus triste que ça. Oui, alors c'est vrai, Gali, qu'on attendait ça avec impatience. On sait tous que le football des clubs aujourd'hui n'est plus aussi passionnant qu'avant, même si le Milan s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Ça doit te faire plaisir, j'imagine, de retrouver la nationale et dans une compétition et pas dans des matchs en carton. Ah ouais, c'est clair, ça fait un moment qu'on attend ça. On a eu ce traumatisme avec l'absence sur la Coupe du Monde. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Et là, on est tout excité. Ça faisait longtemps que je ressentais pas cette excitation à l'approche d'une compétition. Forcément, on a eu le traumatisme de 2018. Et voilà, c'est bien, on va les revoir. C'est Et c'est des cool. traumatismes, on en a connu en Coupe du Monde avec 2 éliminations au premier tour coup sur coup 2010-2014. Aristide, il est l'heure de la revanche. Il est l'heure de la revanche et ça va être l'occasion pour moi de bassiner de bassiner mes amis avec mes Italiens comme tous les 2 ans ou les 4 ans. Alors du coup là ça fait 5 ans. Mais voilà, je vais pouvoir leur parler de Locatelli, de Barella, donc je suis plutôt content, ouais, plutôt pressé. Mais pas de Sensi qui ne sera pas là malheureusement, pas de Zaniolo non plus, on y va. Alors avant de parler de l'Italie, bien sûr, on va commencer par les adversaires, hein. Évidemment, toujours on va être poli. On va parler de la Turquie, de la Suisse et du Pays de Galles. Que connaissez-vous de ces trois équipes? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? On commence avec Soupalio, peut-être sur la Turquie? Oui, alors la Turquie qui m'avait fait une bonne impression dans ces 2 matchs contre l'équipe de France, avec une victoire 2-0 en Turquie, un match nul un partout. Sur ce que j'ai vu d'eux, ils jouent le plus souvent en 4-2-3-1, avec une défense centrale un peu lourde, mais assez solide, avec le joueur de la Juve, Demiral, et 3 joueurs derrière l'attaquant Imas, qui a fait une très bonne saison à Lille. Et ça sera l'occasion de retrouver des connaissances et des vieilles connaissances, puisque l'un de leurs meilleurs joueurs est l'ancien ailier de la Roma, Under, qui joue à Leicester. Il faudra faire attention avec cette équipe capable de mettre beaucoup d'impact, solide dans les duels, rapide en contre, et surtout très fort sur coups de pied arrêtés. Ils avaient même mis 2 buts à l'équipe de France sur des coups de pied arrêtés. Donc, à mon avis, ce sera tout sauf une partie de plaisir. Il faut s'attendre à un bloc costaud qui va attendre et mettre des contres et profiter des éclairs d'Imaz et des 3 derrière au milieu de terrain. Gali, on connaît l'importance des premiers matchs. On remercie Soupalio déjà pour sa précision, parce que ça va être dur d'ajouter, peut-être que tu en sais plus, Gali, je ne sais pas, mais ça va être dur d'ajouter des éléments supplémentaires sur cette équipe. Mais Non, c'est vrai qu'on sait que bien démarrer une compétition, c'est capital. Et en plus, l'Italie fait le match d'ouverture ce vendredi. Donc il est clair que là, je pense que la c'est un match Turquie, coup près déjà. oui, voilà. Et la Turquie, c'est clair et net que le premier match, il ne faudra pas s'attendre à une partie de plaisir. Moi, je les ai vus jouer. C'est une équipe qui est en place, qui est très en place défensivement. C'est très solide, je trouve. Moi, le peu de matchs que j'ai vu de cette année, c'est solide. Mais surtout, ce qui se démarque de plus par rapport aux deux autres adversaires, c'est que vraiment, ils jouent avec beaucoup d'envie, beaucoup de cœur, beaucoup de rage, d'agressivité. Et d'ailleurs, c'est une équipe qui est sortie invaincue contre les. Donc, en 2 matchs officiels, l'équipe de France n'a pas réussi à battre cette équipe de Turquie avec une défaite en Turquie dans les qualifs et un match nul au Stade de France. Donc, ou en France, je ne sais plus à quel endroit c'était. Donc ça veut tout dire, je pense. C'est pas une équipe à prendre à la légère. Ça sera difficile à manœuvrer. Oui, on sait qu'historiquement, les Turcs, c'est jamais facile à prendre. Il y a une fierté turque, hein. Ce sont des gens qui donnent tout pour leur sélection nationale. Soupalio. Et je voulais dire qu'ils sont entraînés par Gounès, qui avait fait un bon parcours avec eux en 2002. Ils avaient fini troisième. Et par contre, au niveau des faiblesses, les latéraux ne sont pas très rapides et n'ont pas un profil exceptionnel. Sur les 2 matchs contre l'équipe de France, ils ont très bien maîtrisé le match aller, mais le match retour, les accélérations des ailiers français, Coman, les jeux dans les petits périmètres avec des 1-2 ultra rapides, ils ont mis à mal. Donc ça Donc peut on être pense une que piste. Chiesa a une carte à jouer. Chiesa, Insigné, même Immobilier, s'il prend bien la profondeur, pourquoi pas. Ouais. Aristide, faut-il avoir peur de cette équipe turque? Peur non, parce qu'on est l'Italie quand même. Mais il faut s'en méfier, ça c'est sûr. En plus, je vais rebondir sur ce qu'ont dit Superlio et Gali, mais en plus de d'Ilmaz, le Lillois de 35 ans, il y a deux autres Lillois qu'il faudra surveiller. Selic en défense et surtout Yazici aussi, le milieu offensif qui nous a mis un triplé à San Siro.
Donc il y a aussi Demiral, le défenseur assez robuste de la Juventus, Kabak qui a été pisté par Milan et qui joue maintenant à Liverpool, et enfin Hakan Çalhanoğlu, notre pépite, toujours là. Donc non, il y a quand même, qui fait quand même quelques bons matchs en Turquie. Encore on peut le critiquer au Milan, mais c'est vrai qu'en Turquie le fois que je l'ai vu jouer, c'était quand même pas mal. Tu penses Donc qu'il a non, gardé ses meilleurs coups francs pour la sélection nationale? ah bah j'espère pas pour nous, ou peut-être contre la Suisse ou le Pays de Galles, mais j'espère pas pour nous qui se privent depuis 3-4 ans pour tout faire là en tout cas. Mais voilà, effectivement, oui, il faut s'en méfier à quelques bons joueurs, mais de là avoir peur, je pense pas. En 2016, le premier match c'était contre la Belgique et on nous prédisait sous Pelliot, l'enfer, hein, et on avait réussi à les surclasser. Je veux dire que l'Italie, sur ce match, une petite Italie, peut-être encore moins forte que l'Italie actuelle, avait réussi à s'imposer. Alors c'était le jeu de Conte, c'était autre chose, mais peut-être pourrons-nous maintenant parler de notre deuxième adversaire qui sera donc la Suisse. Oui, la Suisse, si je ne me trompe pas, qui est entraînée par quelqu'un qui connaît le foot italien. Il me semble que c'est Petkovic qui a entraîné la Lazio pendant des années, qui est un fin connaisseur du football italien, qui a mis en place une équipe assez solide. Hein. Les équipes de Petkovic jouent souvent à 3 derrière, donc à 5 en position défensive, et prennent bien la largeur du terrain avec un bloc assez costaud. Hein. Leur avant-centre est Seferovic, qui a fait un passage un peu raté en Italie à la Fiorentina, mais qui s'est bien relancé au Benfica. Et il bénéficie d'un milieu de terrain assez technique, avec Xhaka qui joue à Arsenal, si je ne me trompe pas. Ils ont des individualités assez solides. Et par contre, le point faible peut être la lenteur des défenseurs centraux. Oui, c'est vrai que les Suisses ont toujours été difficiles à jouer, y compris pour les grosses nations. Ce sont des équipes qui vont rarement loin, la sélection suisse va rarement loin dans l'équipe compétition internationale, mais peuvent toujours accrocher des matchs nuls. Moi j'ai souvenir de 0-0, de 1 partout face à ces équipes-là, que ce soit de l'équipe de France ou de l'Italie, donc Gali, là encore, il va falloir se donner à fond, surtout ne pas sous-estimer cet adversaire. En fait, d'un point de vue général, les 3 équipes sont à ne pas sous-estimer. Et la Suisse, dans tous les cas, il suffit de regarder les résultats qu'ont fait ces équipes, notamment la Suisse. Et franchement, c'est pas dégueu. La Suisse, c'est pas une équipe même les grandes nations comme l'Espagne, etc. Aujourd'hui, ils ne foutent pas des raclés la Suisse, quoi. C'est même l'inverse, je pense. La Suisse a battu des grosses nations sur les 2 dernières années. Donc, non, franchement, ça va être chiant à jouer et très, très difficile. Maintenant, ça fait partie du jeu. On est qualifié à l'Euro. Et je ne sais plus quel journaliste disait ça la dernière fois. Il parlait du groupe de l'Italie. Et pour moi, c'est un groupe difficile. Ce n'est pas un groupe à prendre à la légère. Et là, je brûle un peu les étapes pour parler des Pays de Galles également. Ces 3 équipes-là vont forcément... il faudra une grande Italie. Voilà, il faudra une très grande Italie pour se sortir un petit peu de ce piège finalement, parce qu'aujourd'hui, quand on n'entend pas le mot Allemagne ou Pays-Bas ou France, on a l'impression que c'est un peu plus à la portée de tout le monde. Mais moi, je pense que le foot, il a changé, ça a évolué. Et aujourd'hui, des équipes comme la Suisse, sur un match comme ça en poule, c'est aussi difficile que de jouer l'Espagne, par exemple. Pour moi, c'est aussi difficile que jouer le Portugal, l'Espagne. Oui, sans doute, c'est vrai qu'il y a eu un nivellement des sélections nationales. On sait bien que le niveau des compétitions internationales a considérablement baissé. On peut le déplorer d'ailleurs, mais on sait d'où ça vient. C'est sûr que l'arrêt Bosman et ses conséquences ont fait que les associations de joueurs qui existaient auparavant dans les clubs sont difficiles à transférer aux sélections, puisque dans un club, en général, il y a 1 ou 2 joueurs du pays maximum. Donc bon, va essayer de refaire ce qu'a fait l'Espagne en 2008 ou l'Italie de Sacchi en 94 qui avait, je le rappelle, l'ossature du Milan champion d'Europe en titre. Mais Aristide nous a pas encore parlé de la Suisse. Alors Aristide, comment appréhendes-tu ce deuxième match face à la Suisse? Honnêtement, je serais moins élogieux sur la Suisse que mes camarades. Je trouve que c'est une équipe qui a quand même perdu beaucoup en individualité ces 10 voire 20 dernières années. Je me rappelle des joueurs comme Alexander Frey, etc., qui étaient des poisons pour les défenses. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs majeurs qui... la Suisse a un effectif un peu moins fourni qu'il y a quelques années. Des joueurs majeurs qui jouaient avant, qui jouent plus beaucoup au football. Je pense notamment à Shaqiri, qui joue pas du tout à Liverpool. D'ailleurs, je me rappelais à peine qu'il était à Liverpool. Ou Granit Xhaka. Alors, Superlio disait qu'effectivement il joue à Arsenal, Granit Xhaka. Mais bon, honnêtement, Granit Xhaka, aujourd'hui, pour moi, c'est le Locatelli en moins bon. Donc, c'est le Locatelli du pauvre, sauf qu'il a 3-4 ans de plus. Donc, ça me fait, voilà, si c'est vraiment ça, les stars, j'ai envie de dire, de la Suisse, ça devrait être bon. Alors, après, j'en joue mes camarades, c'est toujours une équipe qui est compliquée à jouer parce que même si offensivement ils sont jamais dangereux,
Ouais, j'ai jamais vu une Suisse dangereuse offensivement depuis les débuts des années 2000. On sait que ça va jouer en bloc, on sait que ça va donner des coups. C'est une équipe quand même physique, donc endurante. Donc voilà, effectivement, je m'attends pas à ce qu'on leur mette 3-0. Je vois des petites victoires, mais je pense que les individuels de la Suisse sont un peu faibles aujourd'hui. Gali? Voilà, juste, voilà, tu vois, ça résume un peu ce que je disais. La Suisse, en fait, le dernier match qu'ils ont, quand je regarde, c'est contre l'Espagne, apparemment, le 10 octobre 2020, ils perdent que 1-0. Après, ils font match nul contre l'Allemagne, match nul contre l'Espagne. Voilà, c'est pas une équipe. Je le rejoins. Alors, c'est sûr, je ne vais pas les valoriser de fou. J'ai bien conscience. Ouais, Mais, mais le foot a tellement changé qu'aujourd'hui, moi, quand je vois l'Italie jouer contre la Suisse, je suis dans le sens où je dis il faut une grande Italie. Voilà, il faut pas penser que ça va être une partie de plaisir. Et c'est des équipes qui peuvent faire un match officiel. La Suisse peut battre l'Italie, ils en ont les moyens parce que ça défend bien. Parce que quand on voit les résultats qu'ils font, ils prennent pas beaucoup de buts. Et ça s'est marqué. Quand tu vois, voilà, ça met 3 buts à l'Allemagne, ça marque contre l'Ukraine 3-0, ça va battre la Bulgarie 3-1. Voilà, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Ça sera difficile. Voilà. De toute façon, l'Italie peut pas se permettre à l'heure actuelle de prendre qui que ce soit à la légère. Mais nous n'avons pas encore parlé donc du troisième match contre le Pays de Galles. Alors évidemment, Ryan Giggs ne joue plus sous Palio, mais quelles sont les forces de cette équipe? Alors, il y avait une belle dynamique au Pays de Galles avec la demi-finale de l'Euro 2016. Souvenez-vous qu'ils avaient éliminé les Belges et est arrivé en demi-finale contre le futur vainqueur portugais, mais ils ne s'étaient pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2018. Et depuis, on a une certaine régression, un peu à l'image de la carrière de leur star, Gareth Bale, qui depuis 2 ans est plus golfeur que joueur. Donc là, on a une équipe qui a beaucoup de vitesse devant, que ce soit Gareth Bale s'il retrouve son niveau et le jeune James que j'ai vu contre l'équipe de France et qui a montré des choses intéressantes. Il joue plus souvent à 3 devant et à 3 derrière aussi. C'est souvent un 3-4-3 avec une défense qui est un peu lourde, mais comme toutes les équipes britanniques, beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement et beaucoup d'esprit combatif. Donc il faudra se méfier de ces équipes-là. Et par le passé, les Pays de Galles a très peu gagné contre l'Italie. De souvenir, ils ont gagné que 2 fois, en 88 avec un but de Jan Rush et en 2002 avec Bellamy qui avait marqué. Mais à chaque fois, il y a eu des matchs aussi, des matchs retour où l'Italie les a démolis 4-0 en Italie, notamment le dernier en 2003 avec 3 buts d'Inzaghi, si ma mémoire est bonne. Ta mémoire est excellente sous Palio, personne n'en doute. Alors Gali, comment vois-tu ce troisième match contre le Pays de Galles, en espérant bien sûr qu'on sera qualifié le soir du deuxième match contre la Suisse? Ben, c'est exactement ce que je pensais. Alors l'idéal pour nous, ce serait d'être qualifié déjà. Pays de Galles, alors j'ai encore envie de sortir le même argument pour les deux autres équipes. Je pense que c'est solide. Mais là, je mets une parenthèse parce que c'est vrai que je me base beaucoup de ce que j'ai pu voir dans le passé. Et quoi, dans le passé, on va dire, c'est à l'Euro 2. Franchement, les Pays de Galles, je les maîtrise pas trop. Je crois que le dernier match que j'ai vu d'eux, j'ai même pas vu le dernier match contre l'équipe de France parce que j'ai pas pu le voir, mais d'après ce que j'ai compris, ça avait bien joué pendant 20 minutes. C'était assez équilibré contre l'équipe de France. Après, ils ont pris un rouge bêtement. C'est ça. D'ailleurs, entre parenthèses, je trouve ça complètement ridicule de mettre un rouge dans les matchs de préparation comme ça quand il n'y a pas d'acte d'agression, parce que finalement, ça arrange personne, ni les Pays de Galles, ni l'équipe de France. Fin de la parenthèse. Et sinon, non, voilà, je pense que c'est rapide. En contre-attaque, ça joue avec le cœur, comme ça a été bien dit, et solide. Mais après, encore une fois, c'est peut-être l'équipe que je maîtrise le moins. Aristide. Je vais reprendre un peu ce que disent mes deux compères et puis je les rejoins. Très beau parcours du Pays de Galles, effectivement, avec cette demi-finale il y a quelques années. Ensuite, ça a été plus compliqué, mais je pense que je peux reprendre un peu l'analyse que j'ai prise pour la Suisse. Des bonnes individualités, enfin quelques bonnes individualités, mais soit des joueurs qui jouent plus, soit des joueurs vieillissants. Je pense à Bale, voilà, qui est plus occupé par du golf qu'autre chose, qui joue peu à Tottenham. Qui est assez régulier. Il y a aussi James de Manchester United qui avait fait une bonne entrée, un bon début de match face à la France. Mais voilà, James,
face à Manchester United, c'est une des stars de Manchester United, pardon. C'est une des stars de l'équipe du Pays de Galles. Pourtant, il a dû jouer 10 matchs cette saison. Donc voilà, il y a quand même peu d'individualité. C'est une équipe qui va jouer en contre rapide, hein, comme elle l'a essayé de le faire contre l'équipe de France. Donc il faudra se méfier. Je pense que c'est une équipe qui a un peu le même profil que la Suisse, pour moi. Donc une équipe de contre. Il faut se méfier du fighting spirit britannique, hein, ça existe aussi au Pays de Galles, alors ça s'est vu beaucoup au rugby bien sûr, mais même au foot ce sont des gens qui ne lâchent jamais rien, et on peut être sûr que là encore ce sera difficile à jouer. Effectivement je rejoins tout ce que vous avez dit. Déjà on dit on est l'Italie, d'accord, mais quelle Italie? On va en parler justement dans quelques instants avec Soupalio, mais sincèrement ces adversaires ne sont vraiment pas à prendre à la légère, et si on veut passer ce tour, on rappelle, hein, éliminé au premier tour en 2010 et en 2014 Coupe du Monde, si on veut passer ce tour il va falloir être sérieux et tout donner dès le départ. Superio, présentons à présent la liste de Mancini, ses forces et ses faiblesses. On va peut-être faire ça ligne par ligne. On commence par les gardiens. Alors tu nous rappelles les 3 gardiens qui ont été sélectionnés, s'il te plaît, par Mancini? Donnarumma, Sirigu et Alex Meret du Napoli. Alors, meilleur choix? Du classique, parce que les 2 premiers étaient indiscutables. Sirigu a été une doublure pendant tout le mandat de Mancini. Meret s'est plutôt détaché sur les dernières semaines. Il était en concurrence avec Silvestri, avec Cragno, avec Golini. Il s'en est plutôt bien tiré sur ces derniers matchs. Il a l'expérience de la jeunesse. N'oublions pas qu'il était le gardien des espoirs à l'Euro Espoir 2019. Donc des choix plutôt cohérents pour le gardien de but. Gali, Voilà. en dehors de l'épisode Donnarumma qui peut éventuellement nous faire sourire, jaune, qu'aurais-tu à dire sur ces 3 gardiens? Aurais-tu pris les mêmes ou avais-tu d'autres idées en tête? Non, les mêmes. J'ai pas de, non, j'ai pas d'avis sur les gardiens. Je trouve que ça me semble cohérent. Par contre, quand même, Donnarumma, c'est quand même important ce qui se passe. Hein, je trouve quand même, c'est pas à prendre à la légère. Parce que, On rappelle qu'il n'a pas de il joue club quand à l'heure même. actuelle. Ouais, non, mais surtout, moi, ce qui m'inquiète un peu quand même, c'est, franchement, sa cote de popularité, elle est vachement très très basse. Et c'est compliqué quand même. Il porte le maillot de l'équipe d'Italie. Dans sa tête, il a intérêt d'être quand même assez fort parce qu'il est très mal vu, je trouve, là, de ce que j'entends, de ce que je lis. C'est compliqué quand même. C'est le titulaire. Le garçon doit être fort dans sa tête là, hein, parce qu'il faut pas qu'il lâche, parce qu'il bon, déjà il a pas de club, et de deux le choix qu'il a pris, ça, je sais pas, c'est les Italiens. On parle pas de nous là, on parle des gens qui vivent en Italie. Je pense qu'ils peuvent plus le sentir quoi. Donc Surtout qu'on joue à Rome, hein, franchement, on le rappelle. eh On joue ouais, à domicile. moi ça me fait un peu peur parce que sur un poste aussi important qui est gardien. Je veux dire, Donnarumma, c'est pas Buffon, hein. Il a pas l'expérience d'un Buffon. Ça reste quand même un jeune de 22 ans. Ça peut craquer dans sa tête, hein. Je sais pas, hein. J'espère pas. Le dernier match qu'on a vu, il avait l'air quand même assez serein de ce que j'ai vu. Après, il n'a pas été sollicité de fou non plus. Donc, il faudra voir quand même que ça pêche pas dans la balance quand même. Parce que je trouve que c'est quand même un épisode important pour moi. Et on rappelle à Aristide que lors de son premier renouvellement de contrat, lorsqu'il a réussi à gratter les 6 millions avec son agent, il s'est complètement planté avec les espoirs le même été, et que la saison qui a suivi n'a pas été formidable. Bah oui, c'est toutes les craintes qu'on a répétées il y a quelques semaines, et là je rejoins Gali. Donnarumma, pour l'instant, quand il a été sous pression avec ces histoires de renouvellement de contrat, ça a rarement débouché sur de bonnes choses. Et puis je vais rebondir sur ta question, sur la liste des gardiens. Moi j'aurais mis Cragno peut-être à la place de Meret, qui a fait une superbe saison à Cagliari. Je pense qu'il aurait mérité d'être dans la liste des 3 gardiens. Je suis d'accord, Cragno, excellent gardien. On passe au défenseur Soupalio. De qui disposons-nous? Alors, on a Acerbi de la Lazio, Bastoni de l'Inter, Bonucci de la Juve, Pierini du même club, Di Lorenzo du Napoli, Florenzi qui joue au PSG, Spinazzola de la Roma, Toloi de l'Atalanta et Emerson Palmieri de Chelsea. Donc là aussi, c'est du classique avec la dernière entrée, celle de Toloi, convoquée au mois de mars et qui a la particularité de pouvoir jouer défenseur central et arrière droit, ce qui est assez important dans le système de Mancini, puisque l'arrière droit est souvent un troisième central dans ce système-là. On peut déplorer l'absence de Mancini de la Roma, qui a fait une bonne saison et qui a souvent dépanné en tant que milieu défensif. Et de Calabria. Et qui est assez jeune. Calabria, mais qui est aussi blessé. Lazzari de la Lazio, qui n'y est pas. On a ces choix-là qui peuvent paraître bizarres, mais pour moi, la plus grande absence, c'est celle de Mancini qui représente la jeunesse. J'aurais bien aimé voir une association Mancini-Bastoni, parce que je pense que ça sera sans doute la charnière centrale de l'Italie dans quelques temps.
Ouais, alors c'est vrai que moi je vous dis, le défense pour moi c'est le point faible de l'équipe. Je suis pas du tout convaincu par cette défense, surtout que Chiellini Bonucci tiennent la corde pour partir titulaire. Alors Chiellini à la limite est presque le meilleur des deux, parce que Bonucci est en dessous de tout cette saison, mais Chiellini a l'âge de ses artères et je pense que ça, je sais pas comment tu le sens les choses, Gali, mais je sais pas pourquoi. Non, Je sens le carton rouge arriver à vitesse grand V avec Chiellini, moi. c'est, bon, au niveau de la qualité de la défense, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard quand on parlera du jeu. Mais là, je rejoins un peu ce qu'il a dit. Je suis un peu déçu pour Mancini, même si quand Mancini, pourquoi je suis déçu? Parce que il a fait quand même pas mal, quoi. J'ai pas les stats, hein, mais je l'ai quand même souvent vu avec Mancini. Il a souvent été convoqué, etc. Ça représente l'avenir. Et là, il se fait un peu doubler par Toloi, c'est ça, de l'Atalanta, C'est ça. par rapport à son profil, parce qu'en fait, Mancini, il aime bien avoir un joueur polyvalent côté droit, c'est-à-dire un joueur qui peut jouer axial et aussi de temps en temps dépanner sur le flanc droit ou gauche. Ça aurait pu être D'Ambrosio aussi de l'Inter, parce que d'un moment, c'est ce qu'il avait fait Mancini. Donc déçu pour Mancini, plus pour ce que ça représente sur le futur. Euh, et la sélection de Tolo, j'ai pas vraiment suivi ses performances à l'Atalanta, mais je pense que s'il est là, c'est pas pour rien, c'est qu'il a dû faire une grosse saison au vu de ce qu'a fait l'Atalanta. Et pour Lazari, je rejoins pas trop parce qu'il a un profil quand même qui est plus adapté à un 3-5-2. Si je me trompe pas, c'est plus un ailier pour moi, Lazari. Et Calabria, malgré ses perfs du Milan AC, je pense que là, c'est plus pour l'unité de groupe. Il a pas compté sur lui depuis le départ. Et il n'a pas pris le risque peut-être de prendre un mec qu'il n'a jamais sélectionné avant, ou très peu. Je ne sais pas s'il a déjà eu une Si, si, mais sélection en tu as raison. Calabria du temps de Mancini. Je crois qu'il a déjà Donc été là, appelé, mais pas par Mancini, enfin à vérifier. À vérifier. voilà. Et donc là, si tu veux, dans la liste des défenseurs, ça se tient, c'est cohérent par rapport au choix du sélectionneur. Mis à part peut-être la petite parenthèse Mancini, mais sinon, voilà, dans la tête du sélectionneur, il a son truc, ses idées. Ça me semble plus ou moins cohérent, même s'il y a des absents comme D'Ambrosio et Mancini, mais au profit de Tolo. Comment on dit Toloi? Je sais même pas Toloi, prononcer c'est ça, ouais. son. Toloi, ouais. Toloi. Voilà. Sinon, Aristide, le reste me semble cohérent. Aristide, es-tu convaincu? Euh, ouais, bon, moi j'aurais clairement mis Calabria à la place d'un, voire même Florenzi, hein, parce que Florenzi dans une défense à 4, enfin honnêtement, c'est pas un très bon défenseur latéral dans le sens où il sait pas défendre. J'ai peur qu'il prenne le bouillon sur son côté droit. Je trouve Calabria largement meilleur. Je vous avoue que les autres latéraux, même Spinazzola, Emerson, c'est pas non plus des références en termes de défense. Donc, bon, j'allais y venir plus tard, mais c'est vrai que tu m'as un peu soufflé le mot MJ. La défense, oui, clairement, le point faible de l'Italie, sans compter effectivement que Bonucci et Chiellini seront sûrement titulaires pardon, aux yeux de Mancini. Moi, ça m'inquiète un peu. J'aurais préféré avoir une défense Bastoni-Acerbi que Bonucci et Chiellini, en Ah fait. mais mille fois. Mille fois, Ah Bastoni est le bah oui, meilleur défenseur italien à l'heure actuelle, il est peut-être largement. jeune, mais en valeur pure, c'est le meilleur. Et Acerbi est un défenseur pas brillant, mais sérieux. Et alors, par rapport à Bonucci, je trouve que c'est le jour et la nuit, en tout cas cette saison, quoi. Bonucci, il a la ramasse cette saison depuis en fait, depuis qu'il est arrivé à Milan, depuis quoi, 3 4 ans maintenant, il est un peu à la ramasse, il a jamais retrouvé son niveau j'ai envie de dire, de Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions 2016 ou 2017, Ouais. si je me trompe pas, Et puis il a et il besoin a de son jamais retrouvé papa. vraiment Quand son papa niveau, n'est quoi. pas Il a là, ça va besoin de pas. son papa, ouais, c'est ça, son papa en pleine forme, et quand papa n'est pas là, c'est une catastrophe, quoi. Donc à part les relances qu'il a pas perdues, où il arrive encore à faire des belles relances, mais ça fait pas un bon défenseur pour autant. D'ailleurs, Mancini n'a pas sélectionné le frère de Donnarumma. Hein, ça c'est encore un indice. Oui, on sait pas trop si Donnarumma tiendra le coup psychologiquement en l'absence de son frère. Mais nous passons au milieu de terrain, et c'est Superlio qui nous rappelle la liste. Alors, on a le meilleur milieu de terrain de Serie A, donc Nicolo Barrea, qui sera certainement un atout, Cristante de la Roma, Locatelli de Sassuolo, Pellegrini de la Roma, Pessina qui prend la place de Sensi, Verratti qui est blessé, qui manquera peut-être au premier match, et le tout frais champion d'Europe, Jorginho, sur lequel le sélectionneur a bâti son milieu de terrain. Et qui est revenu en grâce comme titulaire du côté de Chelsea suite au changement d'entraîneur. Oui, et qui a sorti des bonnes Ah oui. prestations, il a été plutôt bon. Au niveau des absents, bon, Sensi, c'est un grand dommage pour ses blessures. On a Zaniolo qui revient de blessure aussi. Et, et un petit bémol, j'aurais petit à tenter un pari de jeunesse. Le jeune Pobega formé au Milan, je pense qu'il aurait pu être pris en considération et il tapera prochainement aux portes de la sélection s'il continue sa progression.
Et que Milan va peut-être virer d'ailleurs, hein, parce que j'ai cru comprendre qu'il voulait l'intégrer dans un échange pour obtenir je sais plus qui. Donc c'est dire à quel point le Milan compte sur ses jeunes. Hein. Alors moi j'ai rien contre Pessina, hein, qui est un bon joueur, mais alors Sensi, quel regret, Gali, parce que Sensi, quel joueur de ballon magnifique, hein, il ressemble un peu à Et Verratti voilà. d'ailleurs, mais vraiment ce joueur est en sucre, un peu comme Zola à une époque. C'est vrai qu'on n'arrive Mm. pas à faire jouer certains joueurs italiens durablement. Sensi, c'est en fait, c'est la déception sans vraiment être une déception, parce que vu la saison qu'il fait, je pense fallait s'y attendre un petit peu, parce que c'est vrai que moi, j'y ai cru beaucoup, beaucoup, et surtout quand il est revenu, le dernier match qu'il fait avec nous, il marque un but d'ailleurs, je sais plus contre qui c'était, mais en match amical, là, en match de préparation, il marque un but. Et je m'y attendais un peu. Bon, je suis pas vraiment surpris. Donc, en fait, la liste des milieux de terrain qu'on énonce là, pareil, il n'y a pas de grande surprise finalement, parce que Sensi, c'est pas un joueur sur qui on a pu compter depuis 2 ans en sélection. Je parle pas de ses perfs de l'Inter de Milan, de sa première année, là, où ces 6 premiers mois où il a été exceptionnel. Et finalement, sur les 2 dernières années, Sensi, il n'a pas vraiment beaucoup joué avec nous. Zaniolo, c'est pareil, sauf que je le mettrais plus en déception pour le côté offensif. C'est-à-dire, je le mettrais même pas dans les milieux de terrain, je le mettrais plutôt ailier droit. Et après, bon, il n'y a pas de grande surprise. Sincèrement, il n'y a pas de grande surprise au milieu de terrain. Voilà, les mecs qui sont là, j'aurais mis qui à la place. Encore une fois, dans les choix de Mancini, il manque personne finalement. Bah Voilà, écoute, c'est une on citait les Milanistes, Pobega c'est quand même meilleur que Cristante, je suis désolé. Ah non, Euh, il y a un joueur en qui j'ai cru, qui aurait pu intégrer ce groupe-là, mais qui malheureusement pour lui a pas encore réussi à percer à Milan, c'est Tonali. Tonali aurait pu ah oui. disputer l'Euro. Ah mais il Et a plus le droit de jouer. on y a cru parce qu'il était sélectionné, il avait même joué. Donc voilà, dans le système, il aurait pu intégrer ce milieu de terrain, faire une doublure à Verratti. Il a le profil en plus pour jouer en sélection parce que c'est le joueur qui est meilleur à 3 milieux Oui, si si. au Milan AC. Je pense qu'il n'est pas adapté. Donc Non dans mais la si si sélection, il si, aurait eu le attention. profil. Tu as raison quand tu dis qu'il est meilleur à 3, mais enfin il montait en puissance en Milan AC. En début de saison c'était moyen, et puis ensuite c'est devenu plutôt bon. Mhm. Et puis au moment où peut-être on aurait pu envisager que ça devienne très bon, il a arrêté de jouer. On lui a interdit de jouer. C'est-à-dire qu'on a préféré faire jouer Meite. Bon bah qu'est-ce que tu veux, encore une fois, hein, il y a eu le choix de la préférence étrangère. Mais Aristide va nous parler des milieux. Au niveau des milieux, j'avoue que j'ai pas trop d'avis sur le duel, le pseudo-duel Cristante-Pobega, tout simplement parce que j'ai pas suivi les performances de Pobega à la Spezia. Alors d'après ce que j'ai compris, ça a été bon. J'ai vu le match en Euro Espoir en U21, je crois, de l'Italie contre le Portugal il y a quelques jours, où Pobega a été très bon et d'ailleurs couronné d'un but. Mais à part ça, où j'ai pas vu grand-chose cette saison, j'ai pas Cutrone trop aussi. suivi les matchs. Et Cutrone aussi, qui est arrivé pour libérer l'Italie et égaliser dans les dernières Et minutes. c'était Ouais, le complètement. cas le match d'avant également, parce qu'il avait marqué un Ouais. superbe but il y a un mois, je crois. Donc Cutrone chez les Espoirs, ça cartonne, mais c'est pareil en club, pas le droit de jouer, interdit. Bon. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais par contre, oui, Cristante, j'avoue que je suis pas. Alors là, Superio, je viens de voir sur le forum qui vient de mettre que c'était un joueur polyvalent. En effet, il est polyvalent, mais il y a pas de grande qualité, je trouve. Voilà, c'est un joueur qui est là pour être là. On sait jamais ce qu'il peut Ouais, ça apporter, fait mais le nom. bon, il est là pour faire le nombre. Ouais, c'est Mais ça. voilà, je pense que bon, on va y revenir plus tard, mais je pense que le milieu de terrain, c'est le point fort de cette Italie-là. Je pense que Jorginho. Alors, on a beau le critiquer, même moi je l'ai critiqué en national et pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il est bien revenu avec Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions quand même. Hein. C'est pas tous les joueurs en Italie qui ont un trophée en Ligue des Champions et qui ont une expérience déjà en Ligue des Champions. Donc en plus un trophée, imaginez donc. Son association avec N'Golo Kanté est superbe à Chelsea. Locatelli, bah voilà, il monte, il ne cesse de monter depuis 2-3 ans à Sassuolo. Barella, on le présente plus, mon joueur préféré, le meilleur joueur italien, meilleur joueur de Serie A, j'ai envie de dire. Donc non, le milieu, et j'en oublie presque Marco Verratti, parce que Marco Verratti, bon, ça fait des années qu'il me déçoit un peu entre les blessures et la nonchalance et disons, les régularités chroniques un peu en national, mais c'est vrai que même Verratti peut faire de bonnes choses s'il parvient à revenir. Donc non, je pense que le milieu de terrain est le point fort de cette équipe.
justement, il ne faudra pas qu'il y ait trop de blessés. Hein, parce que Verratti, là, il a intérêt à revenir rapidement. Parce que pour défendre, moi, je sais pas, il y a Jorginho, d'accord, qui sera devant la défense. Mais nous n'avons pas beaucoup d'essuie-glace. Hein. Il n'y a plus trop de Gattuso, Ambrosini, etc. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette défense dont on a parlé tout à l'heure, n'offrant pas énormément de gages de sécurité et de confiance, eh bien, il va falloir des milieux qui fassent le taf devant. Donc j'espère, je suis pas certain que Barella fasse l'attaque, la défense en même temps. Je suis pas certain que Locatelli fasse tout non plus, même s'il risque de partir titulaire ici. Physiquement, il répondra peut-être davantage présent que par exemple un Sensi, ça c'est évident. Mais peut-être allons-nous parler maintenant, Super de l'attaque. Oui, on a alors, le duo qui a souvent alterné avec Mancini, Belotti du Torino et Immobile de la Lazio, Berardi, Bernardeschi, peut-être l'intrus dans la liste, mais qui a souvent fait des prestations correctes en équipe nationale, Chiesa, Insigne et la surprise Raspadori. On peut noter l'absence de Moïse Kean, qui sortait d'une bonne saison au PSG, qui a été évincé peut-être pour des raisons de comportement ou pour sa performance en Dancy contre Saint-Marin, mais j'ai trouvé que c'était une exclusion assez sévère. Après, sur cette attaque, on a beaucoup d'inconnus. Hein. Belotti, Immobile n'a jamais cartonné au niveau international. Hein. Immobile, sur ses 13 buts en sélection, il y en a un contre les Pays-Bas, le reste contre Arménie, Liechtenstein, Bulgarie, République tchèque. On n'a pas vraiment de grands adversaires parmi ces victimes. Pareil pour Belotti, qui est peut-être plus fonctionnel en jouant dos au but et qui joue beaucoup pour l'équipe, mais Immobile, dans un système qui n'est pas celui de la Lazio contre dans un 3-5-2 où on joue pour lui, a beaucoup de mal, même si sur les derniers matchs, je note des progrès, notamment sur le dernier. Pour moi, l'élément déclencheur en attaque indiscutable, c'est Insigne qui fait des gros matchs, qui sort d'une grosse saison et qui est vraiment le détonateur du jeu italien. Alors c'est marrant, mais moi j'allais dire que pour l'Euro, je sentais bien Chiesa. Alors Insigne, je suis d'accord pour sa constance en sélection depuis quelques temps. C'est vrai que c'est un très bon passeur et qu'il faudra compter sur ses coups de génie. On a besoin de son inspiration dans une équipe qui en manque assez souvent. Avec Barella, ça peut faire un bon duo pour servir les attaquants. Mais je pense, moi, Gali, que celui qui peut réellement faire la différence par sa vitesse, par ses dribbles, par son abnégation également, parce que c'est quelqu'un qui a un mental d'acier, qui ne lâche jamais rien, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi, c'est Federico Chiesa, non? Moi, je suis assez d'accord. Ouais. Chiesa, ça sera peut-être notre Joker plus plus. Maintenant, dans les. Ouais, Chiesa, parce qu'il a. J'espère surtout qu'il fait une super saison à la Juventus. Donc, pour le coup, lui, il a vraiment lancé, entre guillemets, sa carrière dans un grand club. C'est un jeune Italien, c'est super. Je rejoins super. Bernardeschi, ça reste quand même l'intrus un petit peu là dans la liste, mais bon, il fait partie du groupe. Il n'y avait pas forcément après beaucoup mieux non plus. Faut pas se leurrer sur les côtés. Il n'y a pas beaucoup mieux. Y a juste un truc qui m'étonne un peu, c'est qu'il y a Insigne sur le côté gauche, et c'est vrai qu'on a quand même Chiesa qui aime jouer à droite, Berardi à droite et Bernardeschi à droite. Donc, si on part du principe que Chiesa part titulaire, le côté droit, il est un peu bouché quand même, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez pensé à ça. Ou à moins qu'ils pensent faire jouer Chiesa côté gauche, je sais pas. Bah, Chiesa Ça me peut jouer paraît des deux faible, en côtés, fait. mais oui, Chiesa peut jouer des deux côtés, mais Soupalio va peut-être te répondre. Je crois qu'il a envie de te répondre. Oui, Ouais. alors Chiesa titulaire, j'en suis pas sûr, parce que sur la forme du moment, C'est Berardi sort Berardi. quand même de 5 buts marqués sur les 6 derniers matchs. Hein. Tandis que Chiesa, au niveau des stats en ayant été titulaire, Et voilà. n'a Bah, qu'un seul but en sélection, mais Chiesa, je suis d'accord avec toi, pour la percussion, pour toutes les qualités que tu as données, a un meilleur potentiel. Ah, j'aime bien Après, Berardi, quand on c'est pas la regarde, question, mais Chiesa quand même est beaucoup plus fort. Excusez-moi. Alors après, si c'est la oui, forme du moment, peut-être. Ouais. mais c'est pour ça que la liste, elle est cohérente par rapport aux joueurs qu'on a et par rapport au choix de Mancini depuis 2 ans. Mais elle est bizarre quand même, parce que si tu veux, on a donc 3 points, parce que c'est bien ça, il met Bellucci, Immobile. À moins que Raspadori peut jouer côté gauche aussi, non? Il peut doubler aussi Insigne, je pense ou je me trompe? qu'il peut Ah, jouer pas sur trop, je pense. Hein. Je crois que c'est MO ou attaquant plus. Ah, ouais. Second Donc, attaquant MO, ouais. c'est vrai que ça, les choix, quand on pense compétition, parce que finalement, on a 3 joueurs de métier qui jouent sur le côté droit, mais pour un poste. Bon, on a ces 3 joueurs-là, Chiesa. Moi aussi, je partirais Chiesa titulaire. Pour le talent et pour ce qu'il représente, je le mettrais titulaire. Donc ça me surprend un peu. Voilà, c'est juste ça. Et après, je vais revenir sur Moïse Kean, où là, moi, je suis un peu. Alors, je ne veux pas dire que je suis déçu, parce que voilà, c'est pas non plus Mbappé, faut pas se mentir. Mais
Mais voilà, je pense que ce jeune, sur une compétition comme l'Euro ou un mondial, euh, le, ce profil-là peut être plus intéressant qu'Immobilier et Bellotti. En fait, je m'explique, c'est déjà, il joue avec beaucoup d'insouciance. Et moi, j'ai toujours pensé qu'un mec comme ça, tu le mets attaquant, voilà, pas sur le côté attaquant, eh ben, sur un éclat de génie, sur sa vitesse de course, sa manière de bouger, je sens il avait plus à nous apporter dans la percussion que Bellucci et Immobilier, qui restent plus quand même des gros travailleurs qui travaillent pour le collectif, mais qui manquent des fois un peu ce côté starlet individuel qu'on a besoin pour un attaquant, c'est-à-dire marquer des buts contre des grosses équipes comme. Et je sais pas, et Moiskin, il a ça en lui, il me fait un peu penser à Balotelli dans son aura, dans son charisme, où je sens que ce mec-là, il peut marquer des buts. Et c'est pas le cas de Bellucci Immobilier, où voilà, je reconnais le gros travail qu'ils font pour le collectif. C'est vrai que franchement, c'est agréable à voir quand tu es supporter de te dire que voilà, tu as des mecs qui mouillent le maillot vraiment. Mais pour marquer des buts, je suis moins serein. Après, c'est vrai que c'est assez surprenant quand même d'avoir une nationale et sans attaquant titulaire. Et c'est vrai qu'un joueur comme Immobilier, il lui en faut 15 pour en mettre une au fond. C'est un peu gênant, en tout cas en sélection, parce que je sais qu'avec la Lazio il marque beaucoup plus. C'est vrai que c'est un peu gênant. Mais alors il y a Soupalio qui veut réagir et ensuite Aristide qui donnera son avis sur tout ça. Soupalio. Oui, je veux dire que le joueur qui joue ailier droit dans le système de Mancini est un peu désavantagé par rapport à l'ailier gauche. Insigne bénéficie de l'apport offensif de Spinazzola ou d'Emerson Palmieri, donc il peut se recentrer et avoir plus de périmètre d'espace devant lui, tandis que Chiesa, quand il joue à droite, il prend son côté, mais il ne bénéficie pas du soutien du latéral droit, qui joue plutôt troisième défenseur central, ce qui fait que son jeu est plus difficile, il doit prendre plus de terrain sur le côté droit. D'accord, Berardi a marqué, peut-être un peu me contredire, il a marqué sur les derniers matchs, mais sur les derniers matchs, il n'y avait pas grand monde en face, hein, et Florenzi a pu bien dédoubler avec lui, mais c'est pas sûr qu'à l'Euro, Florenzi prenne son couloir pour aider Berardi. Hein. Du coup, celui qui joue à droite a un peu du mal. Hein. L'avantage pour Berardi, c'est qu'il peut rentrer sur son pied gauche. Donc attention à ce système qui peut être prévisible et qui peut être délicat quand l'Italie perd le ballon et que Spinazzola est monté. Imaginez ce qui peut se passer quand Mbappé part du côté droit de la défense italienne, délaissé par Emerson ou notre ami Spinazzola. Non mais c'est d'ailleurs la faiblesse de l'opposition, l'une des réserves qu'on peut avoir sur le très bon parcours de l'Italie de ces dernières années, parce que finalement à part la victoire aux Pays-Bas, je suis pas sûr qu'on ait joué beaucoup d'adversaires de gros calibre. Alors Gali, je te demande de faire ça en une phrase s'il te plaît, parce qu'Aristide attend depuis un quart d'heure pour s'exprimer, donc je te laisse faire ta réaction et ensuite on lui donne enfin la parole. Juste pour conclure sur ça, il y a peut-être aussi un truc qu'on a oublié, c'est Pellegrini, que Mancini peut faire jouer à la place d'Insigne aussi, côté gauche, selon l'adversaire. Voilà, juste ça. Parce qu'il a déjà testé et c'est vrai que c'est encore un moyen parce que voilà, de faire jouer Pellegrini côté gauche à la place d'un Berardi par exemple, s'il n'y a pas le choix, je pense qu'il préférera faire jouer Pellegrini côté gauche si Insigne se blesse ou quoi, plutôt que Bernardeschi ou Berardi par exemple. Voilà. Alors Pellegrini, il va falloir qu'il hausse son niveau de jeu parce que moi ça fait un petit moment qu'il m'a pas ébloui, ça fait pas partie à mon avis des valeurs sûres de cette équipe. Mais Aristide, c'est enfin à toi de t'exprimer. Alors, je te lance évidemment sur tous ces sujets, mais alors, il y a un truc quand même quand on entend cette composition, cette sélection C23, il manque quand même Zaniolo. Je suis désolé. Si t'as la même équipe avec Zaniolo, déjà tu vas avec quand même une petite pensée positive. Ah bah, tu sais, MJ, Zaniolo, moi je te parle tout le temps de Barella et Zaniolo, mais c'est deux joueurs que j'adore, donc évidemment, après, tant pis pour nous, mais tant mieux pour lui, parce que il est revenu beaucoup trop vite l'année dernière avec la Roma en enchaînant les matchs en fin de saison. Je pense que c'est tant mieux pour lui qu'il ne participe pas à l'Euro parce que voilà, il y aurait des risques de rechute, il peut se reblesser vu la fragilité du bonhomme. C'est peut-être mieux qu'il soit un peu, disons, à l'ombre des projecteurs. Mais quel joueur, effectivement, t'imagines un Barella en pleine forme avec un Zaniolo, ce serait rien que ça, ce serait super. Et moi, c'est un truc que j'aimerais voir, c'est un match. Angleterre-Italie, j'y ai pensé il y a quelques semaines parce que l'Angleterre regorge, comme si vous avez pu voir un peu avec des champions ou l'Angleterre ces dernières années, mais regorge de milieux de terrain de qualité et même de jeunes joueurs de qualité comme à l'instar de Foden par exemple. Et c'est vrai qu'un match Italie-Angleterre, voir Barella, Zaniolo affronter les meilleurs
milieu de terrain jeune du monde, ce serait intéressant. Et non, c'est un joueur qui est extraordinaire, Zaniolo. On Qui rappelle sait que tout faire. l'Angleterre était demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. L'Angleterre qui a longtemps, comment dire, interdit, pareil comme en Italie, à ses jeunes de jouer. Alors je sais pas ce qui se passe, que je suis pas la Première Ligue intensément. Y a-t-il beaucoup de joueurs anglais titulaires en Première Ligue? Je suis pas sûr. Mais enfin, s'ils réussissent à en sortir 2-3, c'est déjà pas mal, parce que franchement, pour franchir les obstacles et les réticences des entraîneurs en Angleterre, c'est presque pire qu'en Italie, hein. Bah écoute, ouais, il y en a pas mal. Franchement, il y en a pas mal, un peu partout, entre Liverpool, Tottenham, alors peut-être pas Arsenal, mais voilà, il y a quelques Anglais. Je pense à Alexander Arnold qui s'est blessé, bon avec Liverpool qui participera pas, mais oui, il y a pas mal de jeunes joueurs qui jouent en Angleterre et titulaires dans les plus grandes équipes anglaises. Mais voilà, pour revenir à Zaniolo, oui, c'est un joueur que j'adore, mais tant mieux pour lui, comme ça il reviendra en forme l'année prochaine et puis voilà quoi. Et sinon, pour rebondir sur le débat Chiesa-Berardi, ça me rappelle ces débats endiablés avec Selmakers Castillero, moi ça me, ça me rappelle un peu Ah bah alors ça. excuse-moi, mais Et pas du tout de la même on a qualité, souvent je sais comment clairement dire, dire. on a l'habitude de faire des comparaisons au détriment des Italiens, mais alors là, je préfère Chiesa Berardi comme doublette Ah oui, mais je sais que plutôt t'allais que ah bah oui, réagir, là pour le bien coup, sûr. Chiesa que le Milan, je le rappelle, je ne cesserai jamais de le répéter, aurait pu et aurait dû recruter l'été dernier, mais Milan a refusé de s'intéresser réellement à Chiesa. C'est clair, c'est clair. Mais non, je rejoins un peu ce que tu dis. Au moins, Chiesa, je le vois quand même globalement au-dessus d'un Berardi. Alors effectivement, Berardi a la forme pour lui, mais Chiesa, je le trouve plus complet. Je suis pas totalement d'accord avec ce que disait, je crois que c'était Superlio qui disait que Berardi était prévisible avec son, puisqu'il est gaucher et qui repiquait un peu comme Souzo hein, sur son pied gauche. Je trouve que justement, c'est ce qu'il faisait avant. Je trouve qu'il est quand même de plus en plus complet techniquement, qu'il est de plus en plus agile des deux pieds, donc de moins en moins prévisible, disons. Donc pense qu'il est capable de quelques fulgurances et je vois bien que Chiesa titulaire et Berardi rentrer dans les 20-30 dernières minutes pour faire vraiment mal aux adversaires fatigués, ça je le vois bien, mais dans tous les cas j'ai quand même confiance sur cette aile droite. Ouais. Et pour en revenir à Keane et à l'opinion de Gali, je serais beaucoup moins dithyrambique parce que j'avoue que Keane j'ai un peu du mal avec ce joueur. J'avoue que j'arrive pas à comprendre son positionnement. Est-ce que c'est plus un attaquant de pointe? Est-ce que c'est plus un ailier? Il a joué un peu sur les deux postes à la Juve, il joue aussi sur les deux postes à Paris parce que quand Mbappé ou Icardi sont blessés, il peut arriver qu'il joue en pointe, on l'a déjà vu sur l'aile aussi quand Di Maria était blessé ou Neymar, donc j'arrive pas à lui trouver de qualité comme un Berardi par exemple qui a une qualité technique indéniable et qui est bon techniquement. Keane, j'arrive pas à lui trouver cette justesse technique. Chiesa est bon techniquement mais en plus c'est très physique et très rapide. Keane, je le trouve pas non plus hyper technique, ni hyper physique, ni rapide. Je le trouve un peu frêle encore en fait pour le haut niveau et je suis pas surpris que Mancini n'ait pas fait appel à lui pour le moment et je le trouve pas non plus hyper charismatique ou hyper fort ou hyper impressionnant comme pouvait être un Balotelli pour reprendre l'opinion de Soupalio ou Gali, je sais plus. Eh bien nous passons à l'équipe type. Donc sous Palio dans les buts, on sait que ce sera Donnarumma, sauf surprise. Donc passons directement à la défense. Qui seront les titulaires d'après toi? Je pense qu'il va partir sur l'expérience, hein, Bonucci qui est venu. Bon, ils ne feront pas forcément tout l'euro tous les deux. Hein. Il y aura forcément Acerbi ou Bastoni qui vont intervenir. Mais on commencera avec ces deux-là dans l'axe. À droite, Florenzi. À gauche, Spinazzola. Devant, au milieu de terrain, Jorginho, Barella, Locatelli qui Ah, tu suppléera fais tout toute seul. l'équipe, toi, directement. Tu voulais pas qu'on passe d'abord de ligne par ligne pour que nos camarades puissent parler parce que. Non, non, mais Ah, pourquoi pardon. pas, on est tous très tentés, hein, mais dans l'immédiat, on va peut-être rester focalisé sur la défense. Je crois, rappelle-moi, et corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en 2008, on avait démarré avec Barzali, Materazzi contre les Pays-Bas, on prend une raclée, puis c'est Panucci Chiellini dès le deuxième match, c'est ça? C'est ça, on avait commencé avec Barzagli, Materazzi, Panucci à droite et à gauche, Zambrotta. Oui. C'est On a ça, hein. pris Et donc Bouillon. Panucci et Chiellini se sont retrouvés titulaires dans l'axe dès le deuxième match. Oui, et ils se sont plutôt bien débrouillés. Donc tout est possible, Bonucci et Chiellini peuvent être éliminés. Alors évidemment, ça voudrait dire qu'on s'est pas bien débrouillé contre la Turquie, ce qui n'est pas souhaitable, Gali, mais tout peut encore être modifié, y compris au cours de la compétition. Ouais. Non, voilà, pour la défense, il n'y a pas vraiment de grande surprise. C'est ce qu'il a dit Superlio. Voilà, l'axe Juventus, à droite Florenzi et à gauche Spinazzola. Ouais, je pense. Alors, voilà, on enregistre bien l'émission, l'heure là. Je pense que ça tiendra. Voilà, je partage pas votre point de vue sur la solidité défensive par rapport à notre jeu sur les matchs de poule. Je pense pas que ça sera ridicule qu'il ait Bonucci parce que on va avoir la possession du ballon.
on verra pas nos lacunes maintenant, de toute façon. On verra si on rencontre un adversaire qui nous met à mal sur la possession du ballon. Et sinon, je pense que ça va tenir. Voilà. J'espère ne pas me tromper. Touchons du bois, hein, croisons les doigts. De toute façon, on le souhaite. Moi, je suis sceptique, après, mais allons-y. J'ose espérer qu'aujourd'hui, ils peuvent arriver à hisser leur niveau de jeu par rapport à l'enjeu et à la compétition. Kelly, ça reste quand même un compétiteur hors pair. C'est vrai. Bonucci, il peut retrouver un peu, tu sais, le truc en mode Euro 2016, quoi. Souvenez-vous, on était très sceptiques par rapport à leur niveau de jeu avant l'Euro 2016. Et finalement, ça tient. Ça tient parce que, alors, vous allez me dire, il y a quand même quelques années de plus, hein, mais moi, j'espère ça. J'espère quand même que leur côté compétitivité qu'ils dégagent, ces mecs-là, voilà. Je pense qu'ils seront ultra motivés et face à la Turquie, la Suisse et les Pays de Galles où on sait que il faut être vigilant en contre-attaque, ça peut tenir, je pense. Voilà, j'espère du moins. Espérons en effet. Aristide. Au niveau de la défense, oui, à gauche, Spinazzola, mais j'ai envie de dire par défaut, parce que quand une équipe saura attaquer avec des bons attaquants, j'ai peur un peu des retours défensifs de Spinazzola. Mais enfin bon, ça c'est le choix du pauvre. Hein. Dans l'axe central, est-ce que c'est ce que je voudrais ou c'est ce qui sera aligné par Mancini? Parce que du coup, c'est deux choses Là, dans complètement l'immédiat, on est différentes. en train d'essayer de voir qui jouera titulaire contre la Turquie. Ah Maintenant, bon, rien bon. ne t'empêche de donner ton choix, parce qu'effectivement, on souhaiterait tous Bastoni titulaire. Hein. C'est ça, c'est ça. Moi, j'aimerais bien Bastoni titulaire à côté même d'un Chiellini. Sinon, Acerbi. Donc virer Bonucci carrément du truc, mais oui, en titulaire contre la Turquie vendredi, ce sera Bonucci-Chiellini, j'ai envie de dire comme d'habitude depuis maintenant une dizaine d'années. Et à droite, ce sera sûrement Florenzi, hein, comme ça l'a été contre la République tchèque il y a quelques jours, le 4-0. Même si j'aurais préféré Di Lorenzo parce que je le trouve quand même meilleur défensivement à ce jour que Florenzi. Passons au milieu de terrain, Soupalio, que tu as déjà commencé à énoncer tout à l'heure. Donc peux-tu répéter les noms des joueurs que tu avais cités? Alors, la lampe de rancement sera comme d'habitude sous Mancini, Jorginho, Locatelli qui suppliera Verratti encore blessé et l'indiscutable Barella capable de bien s'insérer, d'apporter le feu en attaque. Et je pense qu'on aura ce milieu de terrain-là, sachant que Locatelli a souvent joué ces derniers temps en équipe d'Italie, qui va plutôt jouer comme un vétéran dans le sens positif du terme, avec une bonne expérience et une bonne transition sur les ballons à ressortir. Hein. Très bien, maintenant il faudra se demander si Locatelli et Jorginho c'est suffisant pour défendre devant la défense. Est-ce que c'est assez rapide? Est-ce que c'est assez précis? Je ne sais pas, parce que relancer, anticiper, etc. c'est bien, mais à un moment donné il faut savoir à la course et également épaule contre épaule, aller au duel. Donc nous verrons si ces joueurs-là ne prennent pas l'eau. J'adore Locatelli, hein, c'est pas la question, mais il faut savoir dans quel registre on l'utilise. Gali. Ouais, ce sera ça, milieu de terrain, avec un petit regret quand même pour Verratti, parce que je pense quand même que il y a une Italie avec Verratti et une Italie sans Verratti dans le jeu. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. Maintenant, alors on n'est pas au niveau d'un Pirlo, où là, clairement, c'était très, très, très visible que l'Italie jouait. Il y avait un style italien avec Pirlo et un sans Pirlo. Mais quand même, Verratti, je trouve que tous les matchs que j'ai vus quand Verratti joue, on a une manière de jouer, une approche des matchs qui est complètement différente, je trouve. Voilà. Alors, ça reste, avec Locatelli, ça reste la même idée de jeu. Le milieu de terrain, il est là pour poser les bases, avoir la possession du ballon. Voilà. Ça, c'est clair. Mais avec Verratti, Jorginho, quand ils sont alignés les deux, ça tricote plus, on va dire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, je ne suis pas en train de dire que j'aime ce jeu-là. Mais voilà, c'est pas pareil. Maintenant, Verratti blessé, pas blessé, ça aussi, ça m'a surpris. C'est complètement fou d'avoir autant de fragilité au sein de notre effectif, quoi. Je veux dire, c'est dingue. Je comprends pas comment un sélectionneur il peut projeter faire une compétition avec le mec. Il est là, il est pas là, il peut jouer que 60%, il peut jouer que 70 minutes. Moi, ça me paraît dingue. Moi, limite, je connais pas bien la situation de Verratti, mais il est tellement important dans le jeu que limite, je l'aurais pas pris, quoi. Si c'est pour pas être sûr à 100% que le mec, il peut être là, titulaire, jusqu'à la finale, parce que voilà, aujourd'hui, je pense que tu dois te projeter pour jouer jusqu'à la finale, tu le prends pas, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi, quoi.
J'adore le joueur, mais sa fragilité commence vraiment à m'emmerder parce que c'est pas normal. C'est pas normal. On est une grande nation, on est là à savoir s'il va jouer, pas jouer. Il peut jouer que 60 minutes. Après, le mec, il a plus les jambes. Ça rappelle Alors, on va Cassano. faire jouer Locatelli. Ah ouais, mais c'est pas normal. Sans déconner. Et voilà. Et je brûle un peu une étape. Le milieu de terrain, je rejoins beaucoup certaines personnes qui disent c'est notre force. Pour moi, clairement, c'est notre force, surtout avec des joueurs comme Barella, même Jorginho, hein, qui est très intéressant. Mais aujourd'hui, je pense que ça peut être notre faiblesse aussi au niveau du volume, de la masse. Alors, j'ai pas les mots pour l'expliquer. Et quand je Tu veux vois dire notre qu'ils sont équipe trop jouer, frêles, ça manque de muscles, ça manque de caissier. ouais. Des fois, j'ai l'impression de voir l'équipe des sports, si tu veux. Ouais, ouais. Au niveau du volume, de la masse, quand je vois certaines nations Après, comme l'Espagne a l'Angleterre, gagné, a régné sur l'Europe comme ça, hein. ouais, mais aujourd'hui, Mais c'est pas j'ai italien, c'est peur pas le de jeu ça. italien, je suis d'accord. Voilà. Et parce que tout est basé sur ça, sur cette identité de jeu qu'a créé Mancini. C'est pour ça que tout à l'heure, sur la défense, je n'étais pas vraiment. Je sais, j'ai connu des grandes défenses italiennes. J'ai conscience que notre défense est pas terrible. Mais je fais abstraction de ça parce que dans tous les cas, ça fait 2 ans qu'on travaille pas ça. On travaille pas la défense qui est Spinazzola, qui est Florenzi, peu importe, on s'en fout en fait parce que c'est pas ça le jeu du sélectionneur, c'est pas ça. Le jeu du sélectionneur, c'est basé sur ce milieu de terrain, sur cette volonté de contrôler le match. Regardez tous les matchs de Mancini. Aujourd'hui, c'est aller en moyenne 60% de possession de balle contre tous les adversaires, hein. Donc aujourd'hui, l'identité qu'on aime ou C'est qu'on bien n'aime ce qui pas, m'inquiète. moi je suis pas fan. C'est bien ce qui m'inquiète et je trouve que l'Italie quand elle joue comme ça malheureusement déchante souvent. Alors évidemment en Non, pas loin. 2012 on avait un autre Euro effectif, hein, 2012, c'était pas ouais. du tout la même équipe, mais on rappelle qu'on a pris 4-0 en finale. Alors c'est bien beau de faire des bons matchs contre une Angleterre moribonde à l'époque et contre une Allemagne qu'on bat à chaque fois, mais et puis Balotelli qui marquait également des buts en montrant ses abdos, là on s'en souvient tous. Mais le 4-0 en finale c'est une humiliation et à un moment donné essayer de plagier les Espagnols alors que c'est pas notre jeu. J'avais fait une grosse critique à l'époque de ce jeu-là. Le problème Aristide c'est qu'on fait aussi avec les joueurs qu'on a, les joueurs qu'on met à notre disposition, donc c'est toujours pareil. Est-ce qu'on force les joueurs à jouer contre nature? C'est pas facile. Et j'avais plusieurs questions à te poser parce que effectivement, on parlait de cette équipe type, de ce milieu de terrain type. Et toi, tu nous as parlé il y a quelques temps, il y a pas longtemps, hein, il y a une dizaine de jours de Verratti, donc tu critiquais à juste titre d'ailleurs l'hygiène de vie. Maintenant, c'est vrai que moi, quand je parle aux supporters du PSG de Verratti, mais ils sont dithyrambiques. C'est-à-dire que moi je regarde pas jouer le PSG, mais apparemment quand il veut, le mec est quand même monstrueux quoi. Donc s'il avait avec l'Italie ce niveau-là, ce serait quand même un énorme plus. Bah, tu viens de résumer en fait dans ta phrase, tout est dit, MJ, c'est quand il veut. Tout là, tout est dans ce paradoxe là, c'est que la vérité est que j'ai aussi pas mal d'amis parisiens et je suis quelques matchs de Paris quand je peux, mais la vérité c'est que Verratti n'a pas vraiment progressé. Alors même s'il est toujours sur un piédestal aux yeux des Parisiens, il n'a pas vraiment progressé ces dernières années. Au contraire même. Son jeu long vers l'avant, il fait beaucoup moins de passes intéressantes vers l'avant qu'avant. Il est plus blessé qu'avant, il lui faut un peu plus de temps pour. Enfin, il est plus essoufflé, il est plus rapidement essoufflé. Et là, je rejoins ce qu'a dit Gali sur et ce que disent Riolo aussi, hein, Gali, Riolo, etc. sur d'autres personnes. Ce qu'avait dit Nico notamment, c'est qu'au bout de 60 minutes, Verratti il est cramé. Et moi, j'irais plus loin dans le milieu de terrain. J'avoue que j'ai adoré Verratti par le passé, mais maintenant de moins en moins au fur et à mesure des années. Et j'avoue que moi, mon milieu de terrain, et je pense que ça va être le milieu de terrain de Mancini, mais c'est Locatelli à gauche, Jorginho en 6 et Barella à droite, hein. Et je pense Ah bah même, vendredi j'irais c'est même plus sûr. loin, j'irais même plus loin, même avec un retour de Verratti, D'accord. imaginons qu'on passe les huitièmes quarts, je préférerais garder ce milieu de terrain plutôt que mettre Verratti. Parce qu'on parlait justement des courses, de la masse, du jeu à l'épaule dont vous parliez tous les deux, bah Verratti il a aucun des trois. Il fait de moins en moins de courses. Alors, il peut faire des tacles pour récupérer les ballons de temps en temps, d'accord, mais la masse c'est pas un caissier et à l'épaule contre épaule il est très frêle. Je préfère garder un Locatelli que je trouve quand même bien plus endurant et bien plus généreux dans l'effort. Donc moi mon milieu de terrain à terme, même si on va en finale, ce sera Locatelli, Jorginho, Barella. Après, je pense qu'il faudra scruter les prestations de Locatelli parce que soit il confirme les espoirs placés en lui, c'est un peu Aussi, bien sûr, Ah oui, bien c'est sûr. un gros enjeu pour lui quand même Bien cet sûr, euro parce oui. que là il peut franchir un palier qu'il n'a C'est peut-être pas vrai. encore franchi parce qu'il joue qu'à Sassuolo, donc c'est la première fois de sa vie qu'il va réellement jouer des grands matchs avec une pression, avec les téléspectateurs, etc. Il n'y aura pas le même nombre de gens devant leur télé pour regarder l'Italie que pour regarder Sassuolo, tu vois. Bon, donc c'est pas le Non, même tu as enjeu. raison. Bon, T'as raison, je me suis mis un peu dans l'optique qui continuait un peu sa bonne phase
ce qu'il a en ce moment avec l'Italie, oui, voilà, c'est sous condition qu'il continue comme ça, parce que pour l'instant c'est très bien, mais t'as raison. Ça y est, on arrive dans la compétition, c'est pas dit, il est très jeune, ça va être sa première compétition, effectivement. Soupalio, quelle est ton attaque? Alors, pour moi, ça sera la même attaque qui est partie titulaire contre les Tchèques. Insigné côté gauche. Déjà, c'est un plaisir de voir jouer dans ce registre-là qui est le même que celui du Napoli de Sarri. Quand on pense que Ventura nous faisait jouer milieu offensif dans un 4-2-4, on a bien progressé à ce niveau-là. Immobilier dans le rôle d'attaquant axial et à droite, quand même Berardi pour la forme du moment. Reste d'inconnu d'Immobilier au niveau international. Certes, il a fini soulier d'or à la Lazio l'an passé. En équipe nationale, il n'est qu'à 13 buts en 43-44 sélections. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, contre des adversaires avec un pédigré très inférieur à celui des cadors européens. Il faudra voir s'il peut hausser son niveau de jeu ou être utile à l'équipe, comme il a pu l'être vendredi sur sa remise pour Insigne. N'oublions pas qu'il a cet avantage de bien connaître Insigne du temps de Pescara. Oui. Ça peut jouer en sa faveur et je pense que ces appels peuvent favoriser l'insertion du milieu de terrain et même faire mal à la défense turque. Hein. Peut-être que Belotti en entrant en jeu fera mal aussi. Hein. Après, tu dis que c'est comment dire, peu de buts marqués, mais c'est pas faute d'avoir eu des occasions, parce qu'on les a vus les matchs, et on a vu Immobilier vendanger un paquet d'occasions. Hein, donc moi j'ai rien contre Immobilier, j'ai pas spécialement de préférence pour Belotti, même s'il est milaniste, mais enfin quand même, dans les matchs au coup près notamment, si jamais par miracle, non pas par miracle, si jamais par bonheur, on va dire ça comme ça. Mais j'ai tellement été déçu par l'Italie qu'aujourd'hui je prends tout pour du miracle. Eh bien, si jamais par bonheur, nous passions le premier tour, imaginez 0-0, 90e face à face, Immobilier qui tire au-dessus, ça peut désespérer tout un peuple, ça. Hein. On va rappeler les occasions manquées dans ce genre de match, c'est quand même terrible. Et Immobilier à ce niveau-là, en sélection en tout cas pour l'instant, n'a pas franchi le palier. Après, s'il pouvait nous faire une skill Lachi, j'ai rien contre effectivement. Gali, quelle est ton attaque? Alors, c'est pas mon attaque, mais voilà, je pense qu'on se dirige vers ça. Bon, il y a quand même, Immobilier, il partira titulaire, je pense, devant Belotti. Donc, Insigne, sans souci, les yeux fermés. De toute façon, il y a que lui. On va dire, c'est le seul créateur qui peut jouer électron libre comme ça. Et puis, il est bon. Insigne, il est bon. Il faut reconnaître que il aère le jeu. Voilà, c'est un joueur qui sait aérer le jeu. Chose que ne sait pas faire, par exemple, Chiesa ou même Berardi. Hein. C'est pas des joueurs qui savent aérer le jeu dans le sens où mettre le pied sur le ballon de temps en temps, faire des passes lumineuses. Ça, Oui, métronome quoi. Un peu comme Pirlo à une époque, voilà. mais c'était plus reculé. Ouais, c'est ça. Et c'est le seul joueur, je pense, dans les joueurs offensifs qui a cette qualité-là. Bah, il a pas le physique pour Après, faire autre chose. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Insigne n'a pas le physique de Chiesa. C'est pas lui qui va débouler, dribbler trois joueurs. Et non, voilà. C'est quelqu'un qui joue c'est tout en ça. touché, parfois en première intention, mais également, c'est vrai, il sait temporiser, il sait conserver un ballon. Il a d'autres qualités, c'est vrai. Mm. Et après, Immobilier, je suis pas, moi, j'ai jamais été fan. Je suis pas très neutre parce que j'ai toujours pas détesté. C'est pas que je déteste ce joueur, mais je suis pas fan. Voilà, j'ai jamais vraiment aimé ce joueur-là, ce profil-là. J'ai fait mon mea culpa il y a quelques temps parce que c'est vrai que bon, il faut reconnaître qu'il se donne et il apporte quand même dans ses déplacements, dans ses courses, il apporte quelque chose quand même. Donc ça, c'est vrai que j'ai pris sur moi et je sais reconnaître ça. C'est-à-dire, je sais que pour un entraîneur, c'est toujours agréable d'avoir un joueur comme ça parce que pour reconnaître que le mec, il cavale, il crée des brèches. Mais justement, c'est pas forcément ce que nous, en tant que supporters, on lui demande. Et nous, on lui demande d'être efficace. Voilà. Et ça, je me demande s'il gaspille pas trop dans son style de jeu, quand il joue en sélection, du moins. Je me demande s'il en fait pas trop, justement, par rapport à son investissement. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais Immobilier, quand il joue, c'est le Gattuso des attaquants. Il moule le maillot, hein. Pour ça, on peut pas lui enlever. Hein. Mais après, dans la zone de vérité, je le sens. Voilà, il est pas efficace, pas assez efficace pour moi. Mais bon, de toute façon, on aura beau en parler des heures, on a que lui et Belotti dans tous les cas. Donc il faudra faire Et avec. Raspadori qui pourrait surprendre. Qui pourrait surprendre. Qu'on a vu contre Milan et qui est pas facile à marquer. Parce que pour conclure l'attaque, là je rejoins un peu les journalistes français quand ils nous critiquaient un peu sur ça. Je pense qu'on se focalise sur la défense, Chiellini, Bonucci, mais là pour le coup, par rapport à notre style de jeu justement, si on doit revenir à l'idée de ce que s'est fait Mancini de notre football depuis 2 ans,
ben là, ça peut être notre point faible. Là, pourquoi? Parce que on joue bien, on a des occasions, mais on les met pas au fond. Pas comme on devrait, du moins. On pèse pas, je ne nous sens pas peser sur les défenses. Et par rapport à ce que crée et a créé Mancini, ça peut être problématique quand même, parce que là, tu peux voir les défauts de notre défense dans des matchs un peu plus tendus par l'inefficacité de notre attaque. Je m'explique. C'est qu'à un moment donné, si tu domines 60%, parce que aujourd'hui, comme on joue, on peut même dominer 60% contre l'équipe de France sans souci. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que l'Italie joue bien. C'est une équipe, elle joue bien au ballon. Oui, mais ça sert à Par rien. contre, si tu Ce joues... qui compte, ce sont les Ouais, zones de si tu... vérité. Je suis désolé, la possession, pour moi, Voilà. ça sert à rien. Justement, si tu joues, mais qu'en face, tu as Insigne, Chiesa, Belotti, Immobilier, qui tu veux, là, qui sont pas efficaces, ben c'est là qu'à un moment donné, tu verras à force de manger, ben, tu vas te prendre des comptes, tu vas te prendre des buts, et voilà. Voilà. À un moment donné, il faut marquer des buts. Je parle pas des matchs, les 3 matchs qu'on va vivre là. Je parle que si on va loin dans la compétition, si on fait des matchs compliqués contre une Espagne, une Belgique, un Pays-Bas, je sais pas. Mais c'est là qu'il faudra être efficace. Et c'est là où je mets, moi, des doutes sur la qualité de notre attaque et de nos joueurs offensifs. Voilà. Réaction de Soupalio. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, en parlant de la liste des attaquants, je dois m'excuser, j'ai oublié d'évoquer le cas Matteo Politano, qui sortait d'une bonne fin de saison, une bonne saison tout court avec le Napoli, qui aurait eu un profil intéressant pour mettre le feu en fin de match, parce que c'est l'un des rares profils, un peu à la Jovinko, mettre le feu devant en étant rapide, et il aurait bien pu compléter, faire souffler Insigne, donc je déplore ça. Après Raspadori, j'ai été agréablement surpris sur ce que j'ai vu des matchs de Sassuolo. Hein. Pour moi, il a un bon potentiel. Après, je vois les médias italiens qui en font de Paolo Rossi de 78 ou de Schilacci de 90. Bon, bah, la presse italienne, de toute façon. Laissons-le déjà jouer, après on verra. Hein. C'est Je suis pas parce d'accord que sur Politano. Hein. Je suis totalement d'accord. Ça faisait partie des joueurs que je souhaitais au Milan depuis des années. Et c'est vrai que c'est un poison pour une défense et qui aurait été extrêmement précieux dans cette attaque italienne. Aristippe. À gauche, pas de débat. Insigné, en pointe, Immobilier. Effectivement, je le trouve quand même plus convaincant que Belotti. Si on retrouve le Immobilier un jour, si on trouve tout simplement l'Immobilier de la Lazio, l'Italie fera très mal, hein, parce que la Lazio il est chirurgical. Je rappelle qu'il a été quand même soulier d'or l'année dernière. Donc soulier d'or, c'est meilleur buteur des 5 grands championnats européens devant Lewandowski et compagnie. Donc c'est pas rien. Et à droite, Chiesa, qui je pense sera réaligné par Mancini. Ce vendredi. Par contre, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Superlio sur Insigne. C'est vrai que j'avais oublié que Insigne avait joué principalement dans un 4-2-4 avec Ventura. C'est là que je me dis que comment il a pu faire ça, Ventura? Parce que, ok, MJ, t'as dit il y a quelques minutes que il pouvait jouer en première intention. Oui, il peut parfois le faire, Insigne, mais c'est quand même, on connaît assez pour savoir que c'est pas sa qualité première de jouer en première intention. C'est un joueur qui adore provoquer, qui fait beaucoup de touches de balle. C'est son jeu sur son aile gauche. Il fait quand même beaucoup de touches de balle. Il aime bien repiquer dans l'axe et enrouler. Il adore dribbler, donc avec des doubles contacts. Il a une qualité de passe exceptionnelle, mais surtout sur des centres ou des décalages. Mais voilà, Par contre, en une MO, frappe en de première mouche. Hein. intention. Comment? Par contre, une frappe de mouche. Ah Hein, oui. parce que le Ouais, c'est nombre pour ça de que c'est frappes plus qu'il les nous enroulés, envoie au 14e poteau à ras de terre, là. Ouais, c'est Ça, vrai. c'est une C'est vrai que c'est catastrophe. pas ça. Alors C'est parfois, vrai que son il est tir, capable oui, de c'est temps vrai. en temps de surprendre. D'ailleurs, après tout, quand on rate 25, tu peux en mettre une au fond. Mais c'est vrai que c'est le souci. Et je voulais dire quand même une petite chose sur Insigne, c'est que c'est sa première vraie compétition comme titulaire. Hein, parce qu'en 2016, il n'était pas titulaire. Oui. Donc là, il y a un vrai enjeu pour lui. On a souvent dit que dans les grands matchs, il n'était pas là en sélection. Donc là, vraiment, pour lui, ça va être peut-être sa seule chance finalement. Parce que dans deux... Enfin, remarquez, il y a la Coupe du Monde dans un an. Donc il aura peut-être l'occasion de rejouer. Mais ensuite, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Hein, parce qu'il va finir par prendre de l'âge aussi, lui. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on l'attend cette saison. Je pense cet Euro, il a vraiment une vraie pression dans le sens où c'est le leader de l'attaque, c'est le leader technique de l'équipe. Donc je suis pressé de voir ça. Ouais. Bien messieurs, nous passons au mot de la fin, ce qui vous permettra à la fois de donner votre pronostic ou en tout cas vos attentes pour cette sélection et puis comme d'habitude d'ajouter ce qui vous plaît. Soupalio. Je veux dire, pour suivre l'Italie depuis de très très longues années, c'est une des premières veilles de compétition. Il n'y a pas vraiment
de polémique au niveau des journalistes ou au niveau de l'opinion publique pour l'Italie. Bon, il y a la situation sanitaire que tout le monde connaît qui peut expliquer cela, mais il y a aussi le traumatisme du match contre la Suède en 2017. Déjà content que l'Italie soit qualifiée, qu'elle puisse jouer à domicile, le sentiment de revanche, l'identité de jeu donnée par Mancini, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ne pas avoir de polémique, que ce soit la polémique Baggio Del Piero en 98 ou celle de 2002 pour l'absence du même Baggio, ou en 2006 l'affaire des matchs truqués. Donc on a souvent eu des polémiques comme ça. Là, on a vraiment une presse et une opinion publique qui sont déjà contents et qui savent bien que l'Italie n'a pas joué des gros adversaires sur les 3 dernières années. Hein. C'est un petit peu ça qui laisse Bah si, les Pays-Bas, quoi, c'est tout. Oui, qui laisse présager des difficultés. Les Pays-Bas, certes, mais encore une fois, moi, ce qui me fait peur, c'est les sélectionneurs adverses. On a des sélectionneurs comme Petkovic, qui connaît bien le championnat italien, sans parler de Deschamps. Hein, parce que le match référence contre les Pays-Bas, d'accord, mais ils ont bien laissé une liberté à Spinazzola et des tacticiens comme Deschamps ou d'autres comme Petkovic sont pas aussi bêtes. Hein. Ils ont vu les matchs de l'Italie, ils savent observer. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faudra être à 200%. L'apport du public peut y jouer, l'esprit de revanche, ce que vous voulez. Bon, on est déjà content de voir l'Italie dans une compétition. C'est dire notre déclin par rapport aux 15 dernières années. Après, à titre... c'est à l'image du déclin de notre championnat, hein, parce que moi je fais le lien entre les clubs et la sélection. Je suis désolé, le déclin de la sélection va avec le déclin des clubs, comme par hasard. Je suis d'accord avec toi. Après, d'un point de vue nostalgique, souvenir, voir une compétition en Italie, ça fait quand même de très très longues années. Hein. 31 ans, j'ai mes souvenirs des nuits magiques de 90. Bon, c'était un autre contexte, un contexte féerique, un conte de fées qui s'est mal terminé à Naples en 90. Avec les Napolitains qui supportaient Maradona. Mais juste, tu nous as pas dit jusqu'où tu souhaitais voir aller l'Italie. Quel serait un bon résultat pour l'Italie dans cet Euro? Le quart de finale, pour moi, ça serait déjà très bien. Comme en 2016. Comme en 2016, un quart de finale. Après, je pense qu'on a une carte à jouer. On peut sublimer, faire quelque chose, mais on est un cran en dessous de la France, de l'Angleterre. Mais après, sur un match, tout est possible. Moi, je salue le travail de Mancini, hein, voir l'Italie réussir les scores qu'ils ont réussi contre des petites équipes. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça. J'ai des souvenirs de matchs avec Cesare Maldini, un 5-3-2 contre la Géorgie avec le pauvre Vieri et oui, mais on était bien meilleurs. Paradoxalement, c'est-à-dire que c'était notre jeu qui voulait qu'on ne mit pas des raclés aux petites équipes. C'est l'Italie à l'époque jouait comme ça, gagner 1-0 contre les petites équipes. Mais quand elle arrivait en compétition, elle était crainte et à juste titre parce qu'il y avait une véritable équipe. Je suis désolé, l'Italie de Cesare Maldini n'a absolument rien à voir avec l'Italie actuelle. Non, mais galérer autant contre la Géorgie, il y avait eu 0-0 en septembre 97, pareil en Pologne, on a galéré contre ces petites équipes. Après, ce qui me ferait peur, c'est de devenir champion du monde des matchs amicaux et de se faire sortir comme ça au premier tour. On n'est pas à l'abri de ça. Tous les scénarios sont possibles, mais moi j'ai envie de croire que jouer les quarts de finale, c'est possible. Très bien. Gali? Pour le premier match, ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, la pression, je pense que moi je vois une victoire, mais je vois une victoire à la condition bien sûr que nos joueurs soient à 200%. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra une grande Italie sur les 3 matchs, et notamment sur les 2 premiers. En intro, j'ai dit ça, c'est quand on parlait de nos adversaires. Donc, je vois une victoire vendredi, mais voilà, après, ça reste quand même un groupe jeune. Il ne faudra pas se mettre trop de pression. Mais voilà, victoire, je vois. Je veux saluer, moi, le travail de Mancini. Je suis à des années-lumière de ce football. J'aime pas ce football. Et je sais reconnaître un bon sélectionneur. Et je trouve que c'est un très bon sélectionneur pour le travail qu'il a fait. Il a créé une équipe. Et ce qu'il faut, aujourd'hui, si on doit résumer cette Italie-là, c'est ça, c'est une équipe. Une équipe de football qui joue quasiment comme une équipe de club. Parce que voilà, ça coulisse bien, ça combine, ça prend du plaisir. Aujourd'hui, 27 matchs sans défaite. Donc, peu importe les adversaires, un match international, c'est toujours compliqué. Donc, on reste pas invaincu comme ça, sans raison. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est créé, et ça, il faut reconnaître que ça vient de Mancini. Il a une idée, il va,
depuis le début, c'est comme ça. Il a pas changé il a pas souvent changé d'idée. Donc, il est resté fidèle à son idée. Et je dis chapeau sur ça. Parce que même si l'idée, elle me semble pas bonne, il a fait avec ce qu'il avait. Donc, voilà. Pour ça, rien que pour ça, je dis bravo parce que il y a un peu de Deschamps en lui. Deschamps, c'est un peu pareil. Souvent, il a été critiqué par la presse française, etc. Mais c'est des genres de mecs, ça, ils ont leur idée, ils y vont jusqu'au bout. Voilà. Bon, Deschamps joue à l'italienne, nous on joue à la brésilienne, mais bon, c'est le foot d'aujourd'hui, mais Après, il faut voir c'est si un peu c'est à la bizarre, brésilienne hein. 2014 ou à la brésilienne des temps Ouais. anciens, parce que tu parlais d'une équipe de club, mais ça dépend si c'est un club de milieu de tableau ou un grand club. Moi, je partage en gros ce que tu as dit, c'est-à-dire que je ne vois pas, j'ai jamais imaginé que l'Italie pu remporter une compétition avec la possession. J'ai toujours pensé que l'Italie, moi, c'était le bus devant les buts, les contre-attaques, etc. Pour moi, c'est ça, l'Italie qui gagne, c'est ça. Bon, après, je suis d'accord que Mancini, vu d'où il est parti, avec l'épisode Ventura, a fait un super boulot. Et surtout, encore, je ne cesserai jamais de le dire, qu'il a quand même 20 dirigeants de club qui travaillent contre lui. Il faut le rappeler, parce que tu dis il fait avec ce qu'il a. Oui, il fait avec ce que les dirigeants de club veulent bien lui donner. Hein, et malheureusement, il lui donne pas grand chose. Donc la faute à qui? On aura peut-être l'occasion d'en parler dans une émission spéciale dans peu de temps. Mais Aristide ne s'est pas encore exprimé et va nous donner son mot de la fin. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Gali parce que je suis plutôt d'accord. La force de cette équipe, c'est sa cohésion de groupe, c'est la cohésion du groupe en général, et on sent vraiment des joueurs de ce que j'ai pu suivre de l'Italie depuis 2 ans qui suivent à fond en fait Mancini. Hein, vraiment, on sent une belle cohérence, on sent une belle cohésion, on sent des joueurs qui se sacrifient les uns pour les autres. Tout le monde attaque, tout le monde défend en bloc. Et alors ça paraît con, ce que je dis, ou évident. Mais c'est ce qui peut faire remporter. Alors, je vais pas dire que l'Italie va remporter la compétition, c'est pas ce que je veux dire, mais ça peut faire aller loin une équipe parce que la compétition elle dure un mois. T'as beaucoup d'équipes tous les 2 ans ou tous les 4 ans dans ce genre de compétition qui ont des individualités pardon, monstres. Je pense à l'Angleterre, je pense à tout ça. Mais finalement, là, il n'y a aucune cohésion. Les joueurs, ça joue pas bien ensemble. Il se passe pas grand chose sur le terrain et ça se voit. Et d'ailleurs, ces équipes vont souvent pas très loin alors qu'elles ont des bonnes individualités. L'Angleterre en est un exemple, hein, parce que l'Angleterre a tout le temps eu des individualités hors normes, avec finalement très peu de résultats sur ces 20 dernières années. Et je pense que cette Italie, à défaut de peut-être pas avoir la meilleure défense ou la meilleure attaque du monde, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, comme dit Gali. C'est 27 matchs sans défaite, alors c'est pas que contre le Portugal et tout, mais il y a quand même eu les Pays-Bas aller-retour, il y a eu la Pologne qui est pas simple à jouer, il y a eu quelques équipes pas simples à jouer. C'est pas anodin ces 27 matchs sans défaite. Alors de là à dire qu'on concrétisera lors de l'Euro, il y a qu'un pas en effet, mais voilà, je pense qu'on peut aborder ça positivement. Moi je m'attends à... Moi, j'aimerais bien que. Alors, je suis gourmand, hein, mais j'avoue qu'un quart de finale, pour moi, ce serait un Euro réussi. Et si je suis très gourmand, une demi, ce serait un rêve. Vraiment de voir l'Italie dans le. Je sais pas, j'ai l'image du dernier carré, vous voyez. Vraiment, le dernier carré, c'est pour moi, c'est le tout meilleur. Alors que le quart, t'en as encore 8, t'as encore justement des Pays de Galles, ou de la Russie, des équipes comme ça. Donc, c'est vrai que le dernier carré, t'as souvent le gratin du gratin. Et voir l'Italie dans le dernier carré, pour moi, ce serait vraiment un rêve. Mais voilà, en essayant d'être plus modeste, un quart sera déjà très bien. Et je vais rejoindre aussi Gali. Son mot de la fin était très bien, parce que je rejoins sur tous les points. J'ai peur que, même si on soit techniquement et tactiquement plus au point que la Suisse, le Pays de Galles et la Turquie, j'ai peur qu'on ait un peu ce péché de jeunesse, ce peu d'expérience qui nous flagelle un peu et Bah, et pas qui la nous défense fasse un peu centrale. peur. Pas la Non, défense non, centrale, parce que eux, excepté on la en joué des défense finales. centrale. Excepté la défense centrale, ouais, j'ai peur que cet effectif, ce milieu de terrain et cette attaque soit un peu jeune et qu'on tremble un peu. Et puis, pas juste une question d'âge, mais c'est vrai on a tellement été moqué depuis 2018 que voilà, À on va juste faire titre. Hein. notre grand, oui, à juste titre, mais on va faire notre grand retour vendredi. J'ai peur que l'équipe ait peur de faire une connerie et qu'elle joue pas son football, ou du moins le football des amicaux qu'ils nous ont montré. Et j'ai peur qu'on joue un peu avec le frein à main pendant ces 2-3 premiers matchs. C'est ce qui m'inquiète un peu, mais soyons positifs. Quart de finale, ce sera super. Alors là où je te rejoins, c'est sur la prédominance du collectif sur les individualités. Moi, l'espoir pour moi, c'est Danemark 92 et Grèce 2004. C'est-à-dire qu'on a vu des Ah, équipes ça. qui n'étaient pas forcément brillantes. Alors, de toute façon, il y avait Brian Laudrup au Danemark, et puis il y avait quelques joueurs en Grèce, mais enfin, c'était pas les meilleurs individualités du monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ces équipes-là, qui étaient soudées, qui étaient mentalement vraiment à toute épreuve, et qui ont réussi, grâce à des entraîneurs aussi comme Rehagel en 2004, à construire vraiment des collectifs performants, chiants à jouer pour l'adversaire, qui ont réussi à remporter la compétition. Donc c'est pour ça, c'est du foot, tout est possible, et de toute façon, on va essayer d'y croire. Maintenant, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure Italie de son histoire, mais le collectif peut primer, c'est vrai, et je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ça, et que le sens du sacrifice et de l'abnégation que vous mettiez sur un piédestal tout à l'heure, je crois,
est peut-être la clé de la réussite dans cette équipe-là. C'est-à-dire que si les joueurs sont, comme le disait Gali, qui va prendre la parole dans quelques instants, à 200%, si les joueurs vraiment donnent leur maximum à chaque match et font montre d'une vraie cohésion, d'une vraie cohérence, vous l'avez dit, hein, tu l'as dit à l'instant sous Palio, eh bien ça peut aller loin. Moi je ferai pas un gros pronostic, je maintiens le quart de finale également pour Soupalio. Mais Gali, attends de prendre la parole. Moi, j'ai pas donné mon pronostic. Moi, je veux rien, mais alors rien pour me faire oublier l'échec de la dernière Coupe du Monde, si c'est pas demi ou finale. Voilà, pronostic, c'est ça, moi, dans ma tête. Voilà, direct. Et je vais vous dire, hein, je vous assure, toutes les équipes que je vois depuis 2018, elles me font, mais alors, pas peur du tout. Bon, la France quand là même. qu'on voit Attends, voilà, j'y viens. Parce que là, on est en train de. On se voit, parce que je pense qu'on complexe un peu, nous aussi. Je pense que ça nous a tellement fait mal, l'épisode Ventura. J'ai l'impression pas qu'on fait un complexe d'infériorité, mais. Alors, malheureusement, on n'a pas rencontré de grosses nations depuis 2 ans, certes, mais quand je vois les Pays-Bas, le Portugal, toutes ces équipes, même l'Espagne, l'Allemagne, qui ont une défense, mais tu as vu la défense de l'Allemagne, c'est plus l'Allemagne de l'époque. Hein. Moi, je me dis, aujourd'hui, l'Italie, avec le jeu qu'elle développe, qui est contre nature, c'est un peu ma foi, je la vois pas inférieure de fou par rapport à ces nations-là, hein, sincèrement. Là où je vois vraiment une équipe qui sort du lot, par sa masse, par sa puissance et son intelligence tactique, c'est l'équipe de France. Là, tu me dis l'équipe de France, je te dis, là, ouais, là, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Et encore, l'équipe de France, ils se sont fait bouger contre la Turquie. Voilà, sur Il un faut se match. rappeler 2002, l'équipe de France championne du monde, championne d'Europe en titre, Ouais, qui était censée aller c'est remporter ça. haut la main. Hein, tout le monde avait déjà sablé le champagne avant le début de la compétition, qui était censé remporter haut la main la Coupe du Monde en Corée au Japon et qui n'a pas passé le premier tour. Donc c'est vrai que tout est possible, ça reste du foot. C'est pour ça qu'il faut de toute C'est du façon y foot, croire en c'est tant que ça. supporter. Maintenant, on est obligé quand même de se rappeler d'où on vient et d'être modeste. C'est quand même la moindre des choses et surtout de ne pas prendre les adversaires de haut. Mais je crois qu'on leur a bien montré dans cette émission, hein. On respecte les adversaires, on pense que l'Italie doit le faire, Mhm. et on a bien dit ce qui pourrait permettre à l'Italie de sortir de ce groupe de qualification, enfin de cette poule on va dire, mais faut pas se voir trop beau non plus. Hein. Non, pas trop beau. Faut pas se voir trop beau. Je vais vous dire ce qui me fait le plus peur par rapport à tout ce que j'ai dit là. Quand je te dis, je veux que l'Italie aille en finale. Bon, déjà parce que c'est le côté un peu supporter qui parle. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que au fond, moi, je la vois pas aller en finale. Pas par rapport à son jeu, par rapport à ses individualités, mais par rapport à, encore ce que je disais tout à l'heure sur le milieu de terrain, par rapport à sa masse, par rapport à son volume. J'ai l'impression que notre plus gros défaut, finalement, c'est pas notre défense, c'est pas notre attaque, c'est notre fragilité. Finalement, dans cette équipe, il y a que des joueurs qui, même Florenzi, hein, Florenzi, c'est pas un joueur qui est super fiable au niveau des Ah bah blessures, au ça. niveau tu prends Spinazzola, il se blesse une fois tous les mois, je crois. Le plus costaud Euh, c'est le gardien finalement. Et puis Chiellini non, mais peut-être. sérieux, Chiellini, Chiellini, à tout moment, au bout de 2 jours, ça peut claquer. Voilà, Non mais on a épaule quand même contre une épaule, on équipe. peut pas lui reprocher ça, il va au combat lui. Non, mais tu as quand même une équipe, finalement, en comptant Verratti qui jouera que 60 minutes, ça fait beaucoup, quoi. Et, et le seul truc qui me fait dire que où je peux être un peu pessimiste par rapport à mes ambitions qui sont hautes, c'est ça, c'est de me dire, ouais, finalement, cette équipe, vas-y, si elle joue un quart de finale, que ça va à 120 minutes en prolongation contre la Belgique, je donne un exemple, est-ce que rien qu'en demi-finale, ils sont pas tous morts, les mecs? Tu vois, je les sens pas solides, quoi, physiquement parlant. Pas techniquement, pas tactiquement, mais physiquement parlant, je ne me vois pas solide, quoi. Voilà. Aristip. Oui, tu parlais de l'équipe de France 2002, en effet, MJ qui avait le meilleur buteur du championnat italien, anglais et français de mémoire, pour finalement faire un gros couac. Mais ouais, à l'inverse, on a l'équipe, dernièrement, on a l'équipe d'Italie 2016, qui, quand tu vois la composition de départ, t'avais juste envie de pleurer, quoi. La liste, elle était horrible. T'avais Graziano Pelé, enfin, on va pas refaire la compo, mais c'était horrible, et pourtant, faut voir ce qu'on a fait contre la Belgique et l'Espagne, je pense qu'ils s'en Ouais, souviennent mais encore, c'était on leur a fait pas une la même démonstration. tactique, c'était pas le même jeu. Oui, Excuse-moi, mais le jeu mais de Conte sur était la cohésion. autrement plus chiant pour les adversaires que le jeu, à mon avis, de Mancini. J'espère me tromper. Hein.
Oui, mais c'est pas que la tactique, c'est là aussi la cohésion et le sens du sacrifice qui a fait que cette équipe a fait ce qu'elle a fait. C'est pas juste une question de tactique. C'est tout le monde se battait, c'était vrai charognard au milieu de terrain, ça lâchait pas un ballon, du marquage individuel, des tacles en veux-tu en voilà. C'est aussi cette cohésion d'équipe, ce sacrifice de l'un pour l'autre, pour moi, qui a fait aussi la différence. Alors Conte effectivement a joué sa partie très bien, mais voilà, ce sens du sacrifice. Dans la pire Italie de l'histoire d'un point de vue individuel, finalement, on sort en quart de finale, je crois, contre l'Allemagne, avec l'histoire de penalty, en ayant sorti la Belgique, favori de la compétition, et l'Espagne, et pas de la petite des manières, la plus petite des manières en plus, quoi. Donc, ouais, non, vraiment cette partie cohésion d'équipe sur un mois, le groupe, comme même le dit Didier Deschamps, il adore dire le groupe vit bien. Et ben oui, cette notion de groupe est tellement importante pour une compétition comme celle-ci, bien plus que les qualités techniques et individuelles sur le terrain. Je partage ce point de vue et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission. Merci messieurs pour cette présentation de l'Euro. Rendez-vous vendredi pour l'après-match. Bonne semaine, salut! Salut! Salut!